Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Face à la rédaction, une émission qui retrace les événements qui ont marqué la semaine. Alors, pour ce qui est de notre invité aujourd'hui, il s'agit de Félix Kayembe, cadre de l'UDPS. Bonsoir monsieur Félix. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, l'équipe rédactionnelle m'accompagne ici. J'ai notamment à ma droite Elvis Meti, Ruth Dinonzei et Alain Goma. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de démarrer d'abord ce qu'on a prévu, est-ce que vous allez bien? Je vais bien, merci surtout pour l'invitation. Il faut dire que ça fait depuis l'aube des temps que vous nous aviez invités, mais on n'a pas eu l'occasion de venir ici. J'ai découvert un beau cadre avec un personnel qualifié. Et nous croyons certainement que nous allons passer un bon débat. Félix Kayembe, je suis cadre de l'UDPS, coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, une structure qui est affiliée à la Ligue des jeunes. Et nous sommes en train de travailler avec le secrétaire général Augustin Kabouya, lui qui gère les partis au quotidien. Nous sommes en train de préparer aussi, bien entendu, notre déplacement pour les grands maniements, déjà les mois prochains. Nous allons devoir nous déplacer avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Et aussi, il faut dire, le samedi prochain, on aura la sortie officielle de l'Union Sacrée. Il y a de cela 2-3 semaines qu'on a eu à poser la signature sur la charte de l'Union Sacrée, où il y a les grands sociétaires de l'Union Sacrée qui se sont dit maintenant nous devons marcher ensemble, et tout en restant dans la vision du chef de l'État. Et donc je pense que c'est peut-être cette introduction qui doit nous permettre à ce que nous puissions commencer notre émission, si vous voulez bien. L'Union Sacrée qui a pris notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe de grandes figures pour la présidentielle de 2023. Ce n'est pas une manière pour l'Union Sacrée d'effacer certains candidats. Je ne vais pas peut-être dire que l'Union Sacrée a pris Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Il ne faut pas oublier que Vital Kamerhe a toujours été avec Tshisekedi depuis Nairobi. Et aussi bien Jean-Pierre Bemba est celui qui s'était rebiffé par rapport à la vision de la Mouka, si vous voulez, Fayoulou. Et puis, il avait rejoint, bien entendu, l'Union Sacrée, Eve Bazaïba, comme vice-premier ministre de l'Environnement d'abord. C'était sous cette étiquette de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, l'Union Sacrée n'a pas pris Jean-Pierre Bemba ou Vital Kamerhe, même plutôt, c'est des grandes personnalités qui ont rejoint d'une manière, si vous voulez, officielle, l'Union Sacrée, pour que nous puissions travailler. Voilà, le plus important ici, ce n'est pas de dire que l'on va prendre l'un ou l'autre pour ne pas aller avec ces gens-là aux élections présidentielles, mais plutôt c'est la vision de Tshisekedi qui s'impose à tout le monde. Très bien, voilà, c'était là pour l'introduction. Madame, Messieurs, nous allons passer à l'essentiel. Nous allons retracer, comme promis, les actualités qui ont marqué cette semaine. Elvis Meti, on commence par quoi? Oui, Patrick, nous allons déjà commencer avec le propos du président rwandais prononcé le 16 avril de cette même année lors de son voyage au Bénin. Et j'attends que vous me permettez pour poser mes questions à l'invité face à la rédaction. Voilà, avant de prendre les questions, on va suivre la réplique du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, face à ces propos de Paul Kagame, qui affirmait qu'une partie de son pays a été donnée à la RDC depuis l'époque coloniale. On l'écoute. Vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont en Rwanda. Et puis depuis quelques temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est de manière exprès qu'il le fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour rappeler en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord les démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mouvasakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si c'est de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les R23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit
au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est nous les créateurs et les porte-parole. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Elvis Meti, quelles sont vos questions à l'invité? Monsieur Félix Kayembe, j'espère que vous êtes au courant de l'actualité, mais j'aimerais un peu vous poser quelques petites questions. La première de question est de savoir, est-ce que la réaction du gouvernement congolais est plutôt suffisante? Merci beaucoup pour la question. Je pense d'abord que le ministre Patrick Mouyaya, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Et cette question ne vient pas de la personne de Patrick Mouyaya, c'est-à-dire c'est une expression, bien entendu, du gouvernement congolais. Et donc je pense que pour moi, c'est vraiment suffisant. Mais le plus important ici, ce n'est pas la déclaration de Patrick Mouyaya. Le plus important, c'est nous-mêmes, peuple congolais, parce que là, on a touché, bien entendu, à la dignité de chaque Congolais. Et donc, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver à contraindre, bien entendu, les plans machiavéliques de M. Kagame? Au-delà de la déclaration de Patrick Mouyaya, il y a beaucoup de Congolaises et Congolais qui se disent, écoutez, nous ne pouvons pas laisser faire ça comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait, bien entendu, les intellectuels de notre pays, les historiens, les géologues, pour prendre de déclarations, faire même des publications. Ici, j'ai sali le professeur Tshibangou Kalala, qui a même livré un livre qu'il avait déjà publié depuis l'aube des temps, pour ce qui est de la délimitation, bien entendu, des frontières entre nous et Kigali. J'ai sali le professeur Ndaiwel, qui a aussi fait des tribunes, bien entendu, pour nous dire que là, c'est juste une provocation inutile. Et donc, nous croyons certainement que la déclaration est bonne, elle est suffisante, mais au-delà de tout, il faut que l'âme, la conscience congolaise puisse travailler. C'est le plus important. Est-ce que c'est une bonne idée, selon Fayoulou, que nous puissions, le gouvernement bien sûr, faire quelque chose dans la manière de pouvoir parler de nos limites de frontières par rapport à ce qui concerne l'information de ce que les enfants doivent savoir? Et je salue d'abord la déclaration de M. Fayoulou. Là, j'ai senti un homme qui est proche de son pays. C'est une bonne proposition, ça il faut le reconnaître, mais il faudrait que nous-mêmes, nous puissions, comme je l'ai dit ici, parler beaucoup de la République du Congo, surtout nos historiens et ceux qui ont l'histoire. Mais écoutez, cette question ne doit pas rester seulement une question nationale, mais plutôt elle doit être une question internationale, parce que vous vous en souvenez que nous étions colonisés par la Belgique. Et je suis content que le roi de la Belgique ait intervenu par rapport à cette question. Mais nous nous accusons tout simplement l'ignorance notoire de M. Kagame. Parce qu'il faut dire, avant 1880, avant 1885, lors de la conférence de Berlin, nous étions ces trois pays qui étaient ensemble, c'est-à-dire Burundi, Rwanda et la République du Congo qu'on appelait l'État belge. Mais lorsque les Belges sont arrivés à délimiter chaque pays, bien entendu, dans sa géographie, et donc il ne fallait pas qu'aujourd'hui que ces messieurs viennent exposer une ignorance. De toutes les façons, il est fait à dessein parce que tu sais qu'il a mis contre mire par rapport à la politique aujourd'hui qui est au niveau international et national. Eh bien, les gars s'est dit, il vaudrait que nous puissions aller réclamer des terres chimériques dans sa tête qui n'existaient pas. Mais plutôt, c'est nous, Congolais, qui devons maintenant réclamer Kigali comme la province de la République du Congo. Parce que lorsque vous posez des questions, on vous dit la terre rwandaise appartient à la République du Congo. Donc, les messieurs viennent de nous aider pour que nous puissions aller au-delà, même au niveau de l'international, afin que nous puissions récupérer Kigali comme l'une des provinces de la République du Congo. Et nous passerons à 27 provinces. Je voudrais poser cette question, la dernière, mais j'aimerais un peu que ce soit la précédente question. Quand vous parlez de la diplomatie agissante, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Parce qu'aujourd'hui, il s'est montré que la communauté internationale n'est diment par rapport à toutes ces pressions que font le Rwanda et à toutes ces sorties médiatiques que Kagame parle à propos de la RDC. Et est-ce que vous ne pensez pas que cela ne valent pas la peine d'en parler? La diplomatie agissante. J'ai dit non. J'ai dit non par rapport à votre argumentaire. Aujourd'hui, il faut dire
que la communauté internationale soutient la politique de Kinshasa. Ça fait l'aube des temps où Kagame était là avec son Rwanda en train de se victimiser. Je suis un petit pays, je suis un petit peuple et tout. Et on prenait fait cause pour le Rwanda. Mais lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, la première des choses, il a commencé d'abord à sillonner dans toutes les tribunes internationales. Avant d'ailleurs, il a commencé à collaborer avec Kigali pour que nous puissions vivre comme des bons voisins. Mais lorsque le monsieur est rentré encore dans sa salle de besogne, Félix Tshisekedi n'a pas croisé les bras. Il a commencé à sillonner dans toutes les tribunes internationales. Et aujourd'hui, où nous parlons, vous allez vous rendre compte que beaucoup de pays ont condamné le Rwanda. Que ce soit la Suisse, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, par rapport à l'agression lâche et sauvage qu'on est en train de nous faire subir. Monsieur et donc, moi, je me dis... On parle d'un cas précis. S'il te plaît. Là, par exemple, Paul Kagame a parlé. Il a parlé de frontières. Vous avez vu comment ça a soulevé la population en RDC, mais la communauté internationale jusque-là ne s'est pas exprimée. La Belgique, la diplomatie agissante tu veux me dire ici, la Belgique, c'est une communauté nationale. Le roi des Belges, lorsqu'il a intervenu, eh bien, ça engage, bien entendu, l'Europe. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? En politique, on ne fait pas des choses comme si c'était les concours de la beauté. Lorsqu'une personne fou soit-elle intervient, eh bien c'est tout le monde qui va intervenir au même moment. Le plus important ici est que la cause noble d'abord, nous Congolais, nous sommes en train de nous défendre. Avant que l'international, avant que la communauté internationale intervienne, il faut à ce que nous-mêmes nous puissions d'abord nous défendre. Et donc les Congolais ont déjà commencé. Les Congolais ont déjà commencé à se défendre. La Belgique a déjà intervenu parce qu'il faut dire que jusque-là, on n'agit pas, on ne fait que parler, on condamne par les bon, je ne sais pas la réaction ou la façon dont toi tu parles. Il faut que nous puissions aller nous tous à Kigali aujourd'hui et qu'on en finisse avec. Écoutez, la politique, ce n'est pas les concours de la beauté comme je l'ai dit. Il y a de justes coutumes où il faut que nous puissions faire comprendre aux uns aux autres la cause qui est la nôtre. Après, nous allons passer à une autre dimension. Ne croyez pas que Félix Tshisekedi, que je connais bien, est en train de dormir ou soit il est distrait. Non. D'autant plus que le ministre, le porte-parole du gouvernement a déjà intervenu. Le chef de l'État lui-même en a intervenu devant les corps diplomatiques qui réunissent, bien entendu, à la cité de l'UIA. Il y a les personnalités du pays qui sont en train, les officiels, je vais dire, en train d'intervenir. Attendez. Très bien. Alors, pour passer cette question, rappelle également tout ce qui se passe notamment avec l'EAC, puisque, vous le savez, le Rwanda agresse la RDC depuis quelque temps. C'est la raison pour laquelle on a notamment recouru à la force régionale de l'EAC pour essayer d'épauler la RDC pour faire face à cette agression rwandaise. Alors, pour parler de cette question, la parole à Ruth Dinonzé. Merci Patrick. Monsieur Félix Kaembe, la force régionale de l'EAC a déployé ses troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Êtes-vous satisfait des résultats sur le terrain? Écoutez, madame, je ne dirais pas que je suis satisfait ou non. Parce qu'il faut dire que le président de la République lui-même en avait rappelé à l'ordre le général de la force régionale de l'EAC pour dire que vous n'êtes pas venu accompagner, bien entendu, les M23, mais plutôt vous êtes venu travailler. Je suis quand même content, quelque part aussi, parce qu'il faut dire que Bunagana aujourd'hui est sécurisé par cette même force-là. Mais ce n'est pas ce que nous, Congolais, nous attendions lorsque ces gens sont arrivés. Eh bien, je pense que le plus important ici, il faut à ce que nous-mêmes, nous puissions travailler d'abord très fort notre armée, que nous puissions reconstruire notre armée, tout en disant, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais pas peut-être à la satisfaction totale du peuple congolais. Et nous, nous disons, le plus important, c'est nous-mêmes Congolais, nous devons apporter notre soutien, tout simplement parce que c'est notre terre, non seulement à cette force régionale, mais aussi plus et encore plus à notre armée. Mais monsieur Félix, vous le savez que le déploiement de cette force était une question de haute portée sur le plan continental. Ils ont eu comme mission principale de délocaliser l'M23 pour le cantonner dans les monts Sabinyo, mais cela n'a pas été fait jusqu'à présent.
C'est comme ça que Pourtant, je dis. nous sommes comme au bout du premier mandat, vous savez. C'est comme ça que je dis, madame, que je ne dirai pas que je suis content ou pas. Et donc, je reste idem. Le plus important pour moi, c'était pour que nous puissions avoir de la sécurité à l'est du pays. Le plus important pour moi, c'était pour que cette force puisse arriver à respecter la feuille des routes, que ce soit de Luanda et de Addis Abeba. Mais malheureusement pour nous, nous avions juste constaté avec amertume qu'ils n'ont pas travaillé 5 sur 5 comme il s'est fallait. Est-ce que nous allons pleurer? Je dis non, nous n'allons pas pleurer, mais plutôt il faut essayer que nous puissions prendre notre responsabilité pour que nous puissions prendre notre responsabilité pour que nous puissions... Au premier mandat déjà achevé, pensez-vous que les Madame, les mandats du chef de l'État... Le premier mandat de l'EAC, bien sûr, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le plus important ici... Mais non, vous ne voulez pas que je puisse parler. Je vous laisse parler. Allez-y. C'est très important. Et donc, je dis, le mandat est presque à la fin. Oui. Mais ce qui est important pour nous, c'est de sauver les âmes congolaises. Mais lorsque nous allons évaluer cela, madame, et que l'on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à la mission principale qui leur a été confiée, il est de droit que nous puissions, bien entendu, nous retirer. Ce n'est pas une corne au cou que nous allons aller jusqu'à la fin. Vous savez, que ce soit un contrat ou soit un accord, on peut revisiter cela. C'est comme ça que nous disons, nous allons évaluer si réellement ils sont arrivés à satisfaire ou soit à répondre à nos exigences. Eh bien, ils vont rester. Mais s'ils n'ont pas pu répondre, bien entendu, à ce à quoi nous, peuple congolais, nous attendions d'eux, eh bien, il y a moyen que nous puissions revoir cet accord, soit ces contrats-là. Avant la révisitation de ce contrat, vous le savez que cette force, le commandant de la force avait lancé un ultimatum au M23. C'était le 25 novembre, le premier ultimatum. Au mois de février, il y en a encore un autre au mois de mars. Mais le M23 ne se sent pas sous pression. Comment analysez-vous cela? J'analyse cela tout d'abord, il s'agit d'une milice, d'un pays qui nous agresse, le Rwanda. Au-delà de tout, il y a aussi les multinationales, madame. Et donc, nous disons, il faut que nous puissions nous mettre en tête que nous ne luttons pas seulement, ou nous ne combattons pas seulement avec Kigali. Derrière Kigali, il y a d'autres puissances. Et donc, il faut que nous, Congolais, nous puissions prendre conscience. Je suis auditeur en formation au Thiès aujourd'hui. Nous avons des professeurs généraux belges et français. Nous comprenons beaucoup lorsqu'il s'agit des questions de sécurité. On ne doit pas parler comme tous les communs des mortels. Mais le plus important ici, que ce soit les généraux de notre pays qui nous donnent cours, que ce soit les généraux étrangers, ils disent que Tshisekedi est en train de reconstruire l'armée. Le budget qui est alloué, bien entendu, à notre armée, depuis 1960, ça n'a jamais été fait. Les traitements aujourd'hui, l'équipement aujourd'hui, madame. Imaginez-vous lorsqu'on a levé les régimes de notification pour l'achat d'armes. Imaginez-vous lorsqu'on a levé, madame, cette histoire de l'embargo. C'est que pour dire on ne pouvait pas livrer un combat égal à égal contre cette agression rwandaise. Et aujourd'hui, je pense que ce soit les ultimatums lancés et non obéis, mais notre armée est en train de se comporter très bien sur le terrain. Et aussi, nous sommes en train de monter en puissance. C'est le plus important. Aucune armée au monde ne fera mieux le travail que l'armée nationale. Voilà pourquoi est-ce que Tshisekedi est en train de donner beaucoup d'importance à notre armée. Et nous, peuple congolais, nous soutenons cette armée. Je suis très content pour cela. Très bien, monsieur Félix. Excusez-moi, Elvis. J'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que les FARDC travaillent bien en complicité avec les éléments de la troupe régionale. Une question, parlons de Bunagana, où après le départ des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, l'on a constaté que ces mêmes M23 avaient nommé des agents au poste frontalier de Bunagana. Quel est votre commentaire? Madame Rit, je pense que nous devons comprendre d'abord la quintessence même de ce qui s'est passé à Bunagana. Tout à fait. Il y a eu, bien entendu, une feuille de route, comme je l'ai dit, de Luanda et d'Addis Abeba. Qu'est-ce qui s'était dit là-dedans? Primo, lorsque les M23 libèrent un espace, un territoire, une cité, ce n'est pas notre force nationale qui doit occuper. D'abord, c'est la force régionale qui doit occuper. Justement, il y a la force régionale à Bunagana, il y a les hommes du M23 qui continuent à gérer. Je suis en train de dire, madame. La première des choses d'abord, c'est la force régionale qui doit occuper. La deuxième mission, il faut qu'on puisse faire ce qu'on dit, ratisser l'arche, c'est-à-dire que ces gens-là puissent partir et qu'on puisse d'abord vérifier ce qu'il y a.
Les hommes qui ont été nommés par ces rebelles de la honte du dernier siècle doivent être mis de côté lorsque, bien entendu, notre armée y sera. OK? Et nous croyons certainement que nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers l'administration de la République du Congo. Le plus important ici, d'abord, c'est cette libération. Et nous croyons certainement que hier et aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui est mort de ce côté-là. C'est le plus important. Et donc, nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous puissions d'abord respecter la feuille de route de Luanda et de Addis Abeba pour que nous ne puissions pas être comme des violeurs, madame, comme ces M23 qui violent même les accords, même tout ce qu'on est en train de leur demander, ils peuvent signer et puis ils se rebiffent. Nous ne pouvons pas nous tomber si bas et puis présenter un Congo bashing. Monsieur Félix, s'il vous plaît, est-ce que on doit faire Patrick, tourner une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que dans ces cas, on peut parler des retraites définitives aussi longtemps qu'il y a l'administration mise en place par le M23? C'est un retrait définitif, bien entendu, par la simple raison que les M23 ne sont plus sur le sol de Bunagana. Là, vous êtes d'accord avec moi? Monsieur Félix Kaïmbé, vous avez appris que ces rebelles se déguisent en civil. Écoutez, moi, ce que j'aime, c'est du fait que ces gens-là ne sont plus à Bunagana. Mais il y a l'administration mise en place par le M23. Il faut dire aussi une chose. Ce n'est pas les enfants de cœur. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont partis, ils peuvent s'en déguiser d'une autre manière ou sous une autre forme. Mais c'est à nous de faire un travail. Mais écoutez, félicitez aussi la force régionale parce qu'ils ont arrêté plus de 21 M23. Vous avez suivi cela. Et donc, nous disons, bien que nous pouvons être, si vous voulez, non contents, mais de l'autre côté, nous pouvons être aussi contents parce qu'ils font le travail. Moi, je pense que le plus important ici, c'est de respecter d'abord la feuille de route et aussi bien voir la suite de ce que ça doit être fait. D'accord, très bien. Alors, on doit dire que la force régionale de l'EAC est arrivée après qu'on ait décrété notamment l'état de siège notamment critiqué par la société civile et les oppositions. Alain Goma, vous avez quelques questions sur l'état de siège. Voilà, merci beaucoup Patrick. J'avais cette soif de poser à M. Félix Kaïmbé quelques questions sur l'état des sièges. 46 fois prorogé, mais jusque-là, la quiétude ne se vit pas à l'Est. Est-ce qu'on peut parler d'un échec ou d'un gouvernement qui ne veut pas agir? Merci beaucoup, très cher Alain. Je pense que 46 fois prorogé de l'état des sièges, moi je suis content parce qu'il ne faut pas seulement parler ici à Kinshasa, il faut aussi se déplacer pour aller voir cela. J'étais à Bunia, je vais parler avec Patrick. Une semaine après, je suis rentré encore à Bunia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nous parlons à Nitori, il n'y a plus de tueries comme ça a été autrefois. Je quitte Bunia pour aller à Kasenyi. Kasenyi, aller à Tchomia. Personne n'est passé sur cette rançon-là. Il y avait même des déplacés de guerre. Aujourd'hui, nous parlons avec le général Luboya Kanchama. On a réinstallé nos compatriotes là-bas. Vous êtes allé à Irumu? Je parle de là où j'étais. Puisque cette semaine, il y a eu au moins 150 morts en Ituri, où vous étiez. Je suis en train de parler de Bunia, de Kasenyi et de Tchomia où j'étais. Là où c'est sécurisé. Hein? Donc là où il y a tuerie, écoutez, parce que vous craignez pour votre sécurité. Même à Bunia là-bas, cher ami, il y avait des tueries chaque jour. À Kasenyi où je parle, moi j'ai vu des maisons et sentiers et tout un village disparu. Ça veut dire qu'on est en train de travailler. L'état de siège, mon cher ami Alain, a fait un travail très considérable. Vous pouvez aller aujourd'hui aujourd'hui, je peux partir avec toi après cette émission. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a eu une baisse sensible de la production rwandaise à cause de l'état de siège. Il y a eu beaucoup de patients que nous avions récupérés à cause de l'état de siège. Moi, j'ai vu les écoles construites, les hôpitaux, des routes à cause de l'état de siège. Et donc, je me dis, le travail est en train d'être fait, mais le plus important ici, c'est de soutenir encore. Et donc, je suis pour l'état de siège. Même si, aujourd'hui, Kagame est en train de pleurer dans sa langue maternelle, comme Etienne Tshisekedi pouvait le dire autrefois,
C'est parce que l'état de siège est en train de faire son travail. De ce côté-là, nous devons reconnaître la haute politique appliquée par Tshisekedi. Ni c'était ça, on ne pouvait même pas sillonner à Bunia. Je suis content que vous puissiez reconnaître qu'il n'y a pas un accalmie total dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les députés de cette contrée ont demandé en son temps de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions et se parler en face. Mais aujourd'hui, certains ont même demandé la levée de l'état de siège pour permettre à ce que tout fonctionne un peu normalement, parce qu'ils se disaient que cet état de siège n'a rien apporté. Ne trouvez-vous pas que le gouvernement est en partie responsable de certaines tueries qui se font à l'est de la République? Loin de là, peut-être que ce sont des députés qui sont dans les affaires qui ne sont pas louables et acceptables. Ça, il faut les reconnaître. Moi, je pense que le plus important ici, c'est de voir les résultats sur le terrain. Moi, je reviens de Bunia, de Mahagi, de Isiro. Je suis passé partout là-bas. Il y a quand même la sécurité. Vous n'êtes pas allé là-bas. Parce que vous savez que là-bas, vous allez croiser la CODECO, vous allez croiser les ADF, les Maïmaï. J'ai dit, après cette émission, nous pouvons partir avec toi là-bas. Ce n'est pas un problème. C'est notre pays, c'est notre territoire, c'est notre sol. Et donc, je disais, le plus important ici est que nous pouvons nous déplacer sans être inquiétés. Mais lorsque les députés vous demandent que l'on puisse lever l'état des sièges, quels sont ces députés-là? Ces députés qui sont dans des histoires, ces députés que l'on trouve des armes et dans leur concession, ces députés qui sont en connivence, bien entendu, avec certains rebelles. Je dis non. Le plus important ici, cher Alain, nous devons travailler pour la République et rester, bien entendu, consensueux de ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, les enfants sont à l'école, les routes se reconstruisent, les hôpitaux se construisent. Et donc, moi, je dis, l'état des sièges est en train de faire son travail. Mais nous n'avons pas besoin de ces gens-là qui veulent à tout prix qu'il y ait les morts et en profitent avec des pillages qui ne disent pas leur nom, tout simplement parce que ça s'appellerait Restons toujours dans cette contrée de la République. Une certaine opinion pense que l'état de siège est entretenu par le régime actuel. Surtout que la CENI, dans ses contraintes, a soulevé la logique de la sécurité à l'est de la République. Et Kagame l'a dit, le régime de Kinshasa cherche à comment glisser en stigmatisant, le Rwanda, qui est le principal agresseur de l'est de la République démocratique. Lorsque Tshisekedi vous dit que nous allons aller aux élections en 2023, vous donnez du crédit à la parole de ces rétrogrades, des dirigeants, des criminels des Kagame. Le chef de l'État lui-même aussi a dit qu'il y a des problèmes sécuritaires qui peuvent poser problème. Lorsque Kadima vous dit on aura les élections en 2023, vous donnez du crédit à ces criminels des Kagame. Je vous ai dit ici que les mois prochains, nous allons nous déplacer avec le secrétaire général Augustin Kabouya, Chilumba, dans les grands maniements, ce n'est pas pour blaguer. Pour dynamiser notre parti, pour préparer la base et nos compatriotes de Maniema, parce que nous allons aller aux élections. Mon cher ami, que personne ne vous trompe, nous nous sommes arrangés, nous travaillons nuit et jour pour que nous puissions aller aux élections. Mais écoutez, nous ne sommes pas des dieux. Il peut y avoir quelque chose d'inentendu demain. Mais nous sommes prêts pour aller aux élections. Ne suivez pas Kagame. Kagame n'est pas le président de la CENI. Ne suivez pas Kagame. Kagame n'est pas... Comment est-ce qu'un Congolais des pères et des mères, vous êtes des pères et des mères, comment est-ce qu'un Congolais des pères et des mères doit donner du crédit aux paroles dites par un criminel et refuser les paroles de son président de la République? Mais nous analysons parce qu'il parle de notre pays. Il est qui? Bon, écoutez, parlons-en maintenant, si vous voulez bien. Il est qui pour parler de notre pays? Celui qui peut parler de notre pays, c'est Tshisekedi que vous aviez voté. Celui qui peut parler de ce pays, c'est vous, madame, monsieur. Celui qui peut parler de ce pays, ce sont les députés que nous avions élus pour qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense que lorsque une personne commence à parler de votre pays à la place de nos compatriotes, il faut se révolter. Mais vous, suivez mon regard. Je vous pose une dernière question. L'état des sièges est devenu comme une solution pour la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes à la 46e prorogation. Nous n'avons pas toujours cet accalmie. Est-ce le président de la République serait mal conseillé à l'époque pour
décréter l'état de siège. Mon cher ami, la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, elle date de très longtemps, plus de 20 ans. Ce n'est pas par un bâton magique que l'on doit résoudre ça. Mais il faut que nous puissions féliciter Tshisekedi parce que celui-ci a la volonté exprimée, manifeste, pour que nous arrivions à l'étape où nous sommes avec vous aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux parce que il y a une semaine que j'étais à l'est du pays, en Ituri. J'ai sillonné avec des petits porteurs. Vous savez que ça ne vole pas à une haute altitude. On passait de forêts, de bousses, on n'a pas connu un problème. Je suis l'homme le plus heureux parce que quand je quitte la ville de Bunia pour aller à Tchomia, ce n'est pas ici. Pour aller à Castagne, ce n'est pas ici. En brousse, on me dit ici, on tuait les gens. On saccageait des villages. Et nous passions sans être inquiétés avec des militaires tout au long de la route. Je revois encore la scène. Il faut dire merci à l'état de siège. Et donc, ça ne pouvait pas se décréter comme un bâton magique du jour au lendemain. Mais le plus important est que nous sommes en train de travailler et nous sommes au-delà de 50%. Voilà, donc on tend vers les 2 ans, ça sera je crois le 6 mai, ça fera 2 ans depuis qu'on a décrété l'état de siège. Les ADF, la Codeco et tout, et consorts tiennent toujours les armes. Alors, on va rester dans le sujet sécuritaire, je crois. Ruth Dinanzé, on va parler de quoi cette fois-ci? Oui, Patrick, nous allons évoquer la question liée à la réserve de la défense. Vous le savez, le gouvernement a présenté le jeudi dernier un projet de loi à cet effet. Et ce projet de loi a été voté avec une majorité absolue, 384 députés. Ok, alors on va suivre ce reportage. Je pense que la technique est avec nous, notamment pour le son et consort. Alors, on suit cet élément et on se retrouve juste après. Ce projet de loi voté à une majorité absolue vise à apporter un renfort temporaire au FARDC pour la protection du territoire national, participer à un service quotidien des unités de l'armée régulière, mais aussi donner une expertise dans les domaines des armées et autres pour des besoins ponctuels. Pour le docteur Gilbert Kabanda qui a défendu ce texte, la réserve de l'armée est indispensable pour un pays. Il n'existe pas une seule armée au monde aujourd'hui qui n'a pas de réservistes. Lorsqu'un pays est agressé, il ne compte pas que sur les militaires d'actifs. En fait, une armée sans réserve est comme une voiture qui entreprend un trajet long sur autoroute sans pneus de rechange. Malgré ces arguments, les doutes planent encore sur la crédibilité de cette réserve armée de la défense qui pourrait engager des membres des groupes d'autodéfense situés dans certaines régions de l'Est de la RDC en dehors des militaires de carrière retraités et différents services de sécurité, les démobiliser du service militaire obligatoire et contractuel. L'année dernière, dans cette salle, nous avions à l'unanimité adopter une résolution interdisant l'intégration des groupes armés, sinon des éléments issus des groupes armés dans nos forces armées. J'ai peur, honorable président, qu'après la promulgation de cette loi, nous soyons rattrapés. Le député Délice Essanga pousse le bouchon un peu plus loin. Je crois que cette loi est une loi de capitulation parce que le gouvernement affirme clairement que malgré les moyens qui lui sont consentis et ce qui lui est concédé par la Constitution, il est incapable d'organiser nos forces armées. Je crois que cette réforme va introduire une confusion de plus. Une confusion de plus parce qu'il s'agit, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, d'une violation à la Constitution. En somme, pour intégrer ce corps, le ministre Kabanda a expliqué qu'il faut être de nationalité congolaise, âgé d'au moins 18 ans, avoir une bonne aptitude physique et jouir d'une bonne moralité, mais aussi n'avoir pas été condamné pour crimes de guerre, crimes contre... Voilà donc pour ce reportage diffusé sur nos antennes. Ruth Dinanzei, dans vos questions, il y a quelques craintes.
Merci Patrick, vous l'avez dit, Monsieur Félix Kayembe. Le projet de loi instituant la réserve armée de la défense, c'est déjà d'actualité. Le gouvernement l'a présenté, il a été voté. Parmi les conditions retracées dans les textes, il y a notamment la possibilité d'enrôler au sein des FARDC les personnes ayant déjà participé au groupe d'autodéfense. N'est-ce pas là un danger pour le pays dont l'armée est déjà infiltrée par les groupes, par les militaires étrangers, ou soit l'Est de la RDC est attaqué par des groupes armés étrangers non identifiés, mais le texte accorde la possibilité d'enrôler ces démobilisés. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, madame. Madame Ritz. Oui. J'ai pris ce document des politiques de défense de la République du Congo. Et quand vous regardez derrière ce document, c'est son Excellence Gilbert Kabanda. C'est mon professeur qui me donne les cours de la défense de la politique au Tchèze. J'étais l'homme le plus heureux quand j'ai suivi cette histoire lorsqu'il a proposé, parce qu'il nous avait déjà enseigné ça il y a un mois passé. Dans tous les pays du monde, il y a toujours les réservistes. Toujours. Pourquoi? Parce que lorsque ça devient difficile, votre pays est agressé, ces gens-là qui ont servi les pays sous les drapeaux, qui sont déjà retraités, d'autres pour des raisons personnelles se retrouvent dans d'autres disciplines, au nom de la patrie, peuvent revenir pour sauver la patrie. Y compris les démobilisés des groupes armés. C'est là où il y a les dangers, parce qu'il y a les groupes armés étrangers dans l'Est de la RDC. Écoutez, madame. Je vous écoute. Lorsqu'on parle de démobiliser, lorsqu'on démobilise, madame, on ne laisse pas ces groupes rebelles comme cela. D'abord, on doit identifier si ce sont des Congolais ou pas. On les insère à la société. Il y a ce qu'on appelle l'insertion. C'est-à-dire, il y a les psychologues, il y a des travailleurs, des comportementaux, je veux dire, qui travaillent la personne pour que la personne soit normale. Prenons l'exemple de Koulouna, qui était ici, qui était en train de tuer les gens. Ces Koulouna sont insérés dans la société. Et vous aviez vu comment est-ce qu'ils sont devenus utiles pour la société. C'est pour dire, demain, ils ne peuvent plus être Koulouna. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, dans chaque pays, que ce soit Égypte, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, il y a des gens qu'on appelle les réservistes. Ils interviennent qu'au moment des crises. Après la crise, ils rentrent dans leur vie quotidienne. Et c'est là d'ailleurs, madame, ce ne sont pas seulement les militaires qui n'ont plus aux affaires ou soit dans l'activité, même nous les civils, madame Ritz. Lorsque la nation est attaquée, j'ai été voir le chef d'état-major général sortant, monsieur Célestin Mbala, dans notre cadre de communication, avec notre Kabasele et tant d'autres. Il nous a même dit, les civils peuvent aussi intervenir au moment de l'agression, comme ça, on vient d'être agressé. Et après l'agression, après la guerre, nous pouvons nous retirer. C'est comme en Ukraine aujourd'hui, madame Haït. Tous ceux qui sont en France ne sont pas seulement les militaires ukrainiens. Il y a même des civils. Aviez-vous vu cette petite fille qui attaque un militaire au nom de la patrie, à cause du sens du patriotisme, madame? Et donc, nous traversons un moment un peu difficile. La proposition de loi votée, qui est devenue une loi aujourd'hui, moi je suis l'homme le plus heureux parce que Gilbert Kabanda nous en avait enseigné il y a un mois passé, et quand je l'ai suivi, j'étais très content. C'est pour dire, nous sommes en train de travailler. N'oubliez pas que c'est un général. Hein? C'est un général. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Je t'invite, madame Ritz, de t'enrôler dans l'armée. Je te vois déjà, tu es capable. Et d'en finir avec, et puis tu dois regagner ton métier de journaliste. Merci pour votre esprit de patriotisme. Je vous prends au mot, M. Félix Kayembe. Vous avez évoqué les cas des réservistes dans tous les pays du monde. Retournons en Afrique, prenons l'exemple du Soudan, où les paramilitaires se sont opposés à l'armée régulière. Cela vous inspire quoi? En fait, ça m'inspire d'abord à une défaillance de l'armée régulière. Aujourd'hui, avec notre général français qui nous donnait le coup de l'industrie militaire, la première des choses que les pays doivent avoir, c'est une armée forte. C'est que Félix Tshisekedi, notre président, est en train de faire. Notre armée est forte. De reconstruire notre armée. Notre armée est en train de monter, ça il faut le reconnaître. Elle est forte.
Notre armée est forte, monsieur. Si notre armée n'était pas forte, moi Tu et toi, demandes nous de l'appui. serions déjà de l'autre côté de la rive. Notre armée est forte. Et donc, la première des choses, il faut que nous puissions avoir une armée forte. On ne veut pas de l'industrie. Avec quelques faiblesses, de notamment l'industrie. les infiltrés, les J'en étrangers au sein de l'armée, arrive. Donc, si l'armée... les manques des si moyens logistiques. Si l'armée irrégulière est arrivée à avoir les décis de l'armée régulière, c'est pour dire que cette armée-là a des faiblesses. Voyez-vous, c'est comme ça que nous nous disons, il faut que notre armée soit forte pour faire face à toute éventualité. Notre armée soit forte. Donc vous réalistes, reconnaissez que l'armée n'est pas forte. Nous reconnaissons les faiblesses de notre armée. je ne peux pas reconnaître la faiblesse de notre armée parce que nous avons une très bonne armée. Les problèmes se posaient, les problèmes se posaient au niveau du traitement de cette armée-là. Mais aujourd'hui, qu'il y a un bon traitement, vous êtes d'accord avec moi, Madame Harit, que notre armée est en train de prendre de la place en Afrique. Nous sommes en train de monter en puissance. C'est comme ça que j'ai dit aussi, l'armée, madame, ce ne sont pas seulement les uniformes, soit ce que nous voyons. L'armée, c'est tout un budget. Vous vous imaginez que la France met un budget plus que de l'armée, plus que le budget de la République du Congo. Un char de combat vous coûte combien? Un avion de guerre vous coûte 40 millions de dollars, madame. Ça veut dire, si nous voulons que nous puissions être une armée forte, et que nous puissions nous faire respecter dans la sous-région, il faut à ce que nous puissions mettre beaucoup de moyens. C'est que tu sais que tu es en train de faire. Et donc, moi, je dis ici, le plus important, c'est d'avoir une armée forte. Si de l'autre côté, une armée irrégulière a eu le dessus sur l'armée régulière, c'est parce que cette armée n'était pas si forte. Je ne vais pas citer le nom, je suis politique. La suite, donc, je pense que tout ceci renvoie, tout ce qu'on est en train de dire, renvoie donc à la réforme de FARDC. Louis Smetti, vous avez quelques questions dans ce sens. Essentiellement, Patrick Congo, mais je suis l'homme le plus erré, je vais emprunter ces expressions, puisque je suis devant un invité qui défend bien sa position. Monsieur, vous défendez la position de la République du Congo passe mienne. D'accord, merci. Ça, il faut le dire. Au lieu de mettre en place ces projets de loi des réservistes au sein de la FARDC, est-ce qu'on ne peut pas réformer l'armée qui est inféodée jusqu'à la moelle épinière? Écoutez, mon cher ami, est-ce que vous savez que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu tant d'unités militaires formées non seulement au niveau national, mais aussi bien au niveau international. Égypte, Israël et France. Nous avons aujourd'hui des parachutistes qu'on n'en avait pas depuis que Mobutu est parti. Nous avons aujourd'hui des paracommandos de guerre qu'on n'en avait pas depuis que Mobutu est parti. C'est sous Tshisekedi, mon cher ami. Il y a des réformes militaires. Il y a des réformes de la défense. Et donc, le travail est en train d'être fait. Peut-être que c'est lorsqu'on n'est pas du domaine-là, il faut approcher les militaires. Je vous dis que nous sommes au Tchèze. Je reviens du cours aujourd'hui. Nous sommes avec des généraux. Nous sommes avec des colonels. Nous sommes avec des officiers militaires. Je peux même en citer le général Kassongo. Sylvain, c'est mon collègue. Nous sommes avec lui là-bas. Ça veut dire que Tshisekedi, je ne vais pas dire que Tshisekedi a commencé parce que Tchèze, c'est depuis Kabila. Mais on a donné encore plus de moyens. On a plus intéressé les officiers militaires pour que ces derniers puissent apprendre, pas seulement au niveau national. La semaine prochaine, une catégorie de notre armée, de nos collègues, les auditeurs militaires, vont partir en Égypte. En Égypte, la semaine prochaine, aux frais, bien entendu, de l'État congolais, pour aller apprendre. Et donc, il n'y a pas mieux que Tshisekedi aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, entre Tshisekedi et les peuples congolais, c'est une histoire d'amour. Et celui-ci est en train de s'investir totalement dans l'armée. Peut-être que votre chaîne y était. Lorsqu'on est allé inaugurer l'hôpital moderne, mieux équipé des camps Tchatchi. Toi, tu avais boudé, mais je t'informe qu'on a inauguré un grand hôpital. Laissez-moi vous poser cette question. Pour la première fois qu'un président de la République puisse être dans un camp Lufungula. Moi, j'étais avec Tshisekedi au camp Lufungula. Il est allé voir les conditions de vie.
des policiers. Vous parlez beaucoup. Pour la première fois que vous puissiez avoir au moins, s'il vous plaît, tu ne dois pas m'intimider, monsieur. Vous parlez pour la première fois, s'il te plaît, pour la première fois, vous ça te parlez fait mal, beaucoup d'un bon traitement. ça commence à te faire mal. Non, laissez-moi vous poser la question. Pourquoi quand on te parle de savoir, ça te fait mal? Vous allez répondre. Je disais ceci, laisse-moi parler le temps. Je disais ceci. Vous allez répondre juste après cette question. Je disais ceci, s'il te plaît. J'aimerais vous poser cette question. Pour la première fois que les militaires soient équipés, monsieur. Tu as vu la tenue des militaires? Vous parlez beaucoup. Et donc, je pense que tu ne peux pas poser cette question, mais au cas contraire, tu dois jeter des fleurs à Tshisekedi parce que celui-ci est venu avec l'âme congolaise et travaille pour les militaires. Vous parlez beaucoup d'un bon traitement. Sous Félix Tshisekedi, est-ce que vous êtes, peut-être, vous pensez que un bon salaire d'un soldat peut équivaloir à $100? Sous Kabila, les salaires étaient de combien, monsieur? C'est moi qui pose des questions. Ah, là, c'est toi qui poses des questions. Tu dois répondre aujourd'hui. Sous Kabila, les salaires étaient de combien? C'est que Tshisekedi, non seulement qu'il a augmenté les salaires des militaires, mais aussi bien les salaires des fonctionnaires. Parlons-en du salaire, parce que tu veux me parler du salaire. Lorsqu'un militaire scolarisait ses enfants, 5, 6, 7 enfants à l'école, aujourd'hui, avec l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité d'enseignement des bases, les militaires ne payent plus les études des enfants. Ce n'est pas du social, monsieur? Lorsque les militaires aujourd'hui achètent un sac de maïs à 20 000 francs congolais, ce n'est pas du social, monsieur? Lorsque les militaires aujourd'hui ont une tenue neuve, ce n'est pas du social, monsieur? Et des bottes? Tu veux qu'on fasse quoi encore? Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Et donc je dis aujourd'hui, monsieur, dans des camps militaires, il y a du courant, il y a du courant, il y a de l'eau, il y a quand même un bon traitement. Reconnaissance-en. Quand est-ce que notre armée peut devenir indépendante en lieu place d'attendre l'aide des autres? Et aujourd'hui, l'armée attend de qui? L'EAC, par exemple. L'armée angolaise va venir. Et puis, écoutez, nous sommes. Écoutez, d'abord, il faut reconnaître une chose. Même nous, Congolais, nous avions toujours intervenu dans d'autres pays. Saviez-vous que nous avions déjà intervenu à l'époque au Rwanda? Saviez-vous que nous avions intervenu très récemment, comment on l'appelle, à Centrafrique? Quand est-ce qu'elle peut devenir indépendante? Je réponds à la question, monsieur. Ce sont des justes coutumes de chaque pays. Lorsqu'on est dans une organisation, nous pouvons intervenir dans un sens tout comme dans un autre. Aucune armée d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, aucune armée n'a gagné la guerre seule. Sous Mobutu, la guerre de 5 ans, il y a eu 3 pays qui sont venus nous aider. Patrick est témoin. Et donc, il y a toujours le soutien d'autres pays qui vous viennent en aide. Mais je suis d'accord pour que nous puissions être cette armée indépendante. Mais écoutez, nous sommes dans une organisation internationale. Alengoma, on ne vit pas seul. Alengoma a des ça veut dire, au sujet, dans nos clauses à nous, cours derrière le temps. Oui, je chute en disant, dans nos clauses à nous, lorsqu'on est attaqué, d'autres pays dans cette organisation peuvent venir vous aider. Sur le traitement des militaires. Monsieur Félix, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Comme toujours. Vous avez vanté les prouesses qui se font au sein de la... Je n'ai pas vanté, je dis la réalité, la vérité. Je vous les concède. Un budget de 14,6 milliards. De 16 milliards, s'il te plaît. Il ne faut pas réduire. 14,6 milliards. 16 milliards. Vous allouez 1 milliard à l'armée. C'est 1,4%. 1,4%, 1,6%. C'est vrai que ça n'a jamais existé. Vous pensez que ça peut résoudre le problème que nous avons dans l'armée aujourd'hui? Surtout que, aujourd'hui c'est samedi, sortez dans les rues, mettez-vous dans les terrasses. Ces militaires à qui vous jetez des éloges, vous verrez certains se pavaner dans les rues de Kinshasa, demander au grand prêtre, mais ici vous vantez toutes les prouesses qui sont faites dans l'armée. Il y a toujours un débit, il y a toujours un premier pas dans la vie. Ça, il faut le reconnaître. Il y a encore des failles. Tout à fait. Beaucoup de failles. Pas beaucoup de failles. Ne sois pas animé d'une mauvaise foi quand même. Et donc, il y a quand même les pas que nous avions déjà posés, les premiers pas. Vous veniez de dire vous-même que $1 milliard, c'est pour la première fois.
Nous croyons certainement qu'on doit encore améliorer. Mais il faut dire aussi, avec tout ce que nous sommes en train de connaître comme agression et tout, ça pose problème. Avec la guerre de l'Ukraine et Russie, on n'arrive pas à mobiliser les fonds comme il s'il fallait pour que nous puissions atteindre le budget de 30 milliards. Mais déjà avec l'orthodoxie financière que Tshisekedi imprime avec Sama Lukonde et tant d'autres services, je pense qu'on doit arriver à faire quelque chose. J'ai dit, c'est paye, mais quand même, c'est un pas que nous avions posé. Je venais de le dire ici que la France a un budget de l'armée au-delà de 16 milliards d'ailleurs, notre budget. On vous parle de l'Égypte qui est à 33 milliards, voyez-vous. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qu'il faut à ce que nous puissions allouer du côté budget militaire armé. Nous sommes en train de travailler, d'autant plus que ce n'est pas seulement les secteurs de la sécurité, nous avons aussi d'autres secteurs. Et je crois certainement, avec les concours de tout un chacun de nous, on doit arriver même à 30 milliards qu'on doit allouer à notre armée. Et cette fois-là, on aura à faire taire tous les bruits. Très bien. Lorsque je vous parle d'un avion de chasse qui vous coûte 40 millions de dollars, 50 millions de dollars, voyez-vous un peu? Mais aujourd'hui, nous en avons 2. Mais un grand pays comme le nôtre, nous devons en avoir même 30 ou 50. 30 ou 50. Et lorsque nous en avons comme ça, ces petits messieurs de Kigali ne doivent pas ouvrir sa bouche. Très bien. Bon, et donc, je pense que nous sommes en train de travailler, on doit y arriver. Que, voilà, vraiment, on a épuisé le temps. On va prendre le dernier sujet vraiment rapidement. On va vraiment aller rapidement. Je pense que c'est Alain Goma qui a la recette. Qu'est-ce qu'on parle de quoi? Oui, on parle de la loi Tchani avec le discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a au départ traité cette loi d'anticonstitutionnelle, mais aujourd'hui remis sur la table de discussion à l'Assemblée nationale. Il a dit que le député Ntingi Pouloulou insistait, c'est pourquoi cette loi doit être débattue. Très bien, alors on va écouter le président de l'Assemblée nationale et on se retrouve juste après. Et vous savez très bien pour qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Quand le bureau d'études le rejette, on ne peut rien. Cette proposition avait été déjà rejetée une fois. Et on avait signifié à l'auteur que votre proposition énervait la Constitution. La Constitution. Mais si un député s'entête à déposer, à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, c'est lui. Le jour que ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution et les autres lois, et le baisse non plus. Les collègues députés, nous déciderons, nous tous, librement et souverainement. Il n'y a personne qui peut imposer un projet ici, une proposition ici. Donc, les collègues, Mbata, c'est un député comme tout autre député. Donc, je crois qu'après ces explications et tous les arguments des uns et des autres, nous passons au vote. Voilà, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Comme j'ai dit, on a moins de temps. Alain Goma, vous avez quelques questions. Je vous prie d'aller assez vite. Voilà, merci beaucoup pour la parole, Patrick. Je pose juste une question qui va essayer de généraliser. En suivant l'élément du président de l'Assemblée nationale, il a dit qu'au départ, ils avaient rejeté ça parce que cette loi énervait la Constitution. C'est pourquoi ils avaient rejeté dans son temps. Et aujourd'hui, ils ramènent cette même loi pour être débattue. Quelque chose qui énerve la Constitution, donc déjà ce n'est pas formel ou ça ne répond pas aux normes. Aujourd'hui, on le ramène à l'Assemblée nationale pour débattre. C'est dans ce sens-là que l'UDPS, qui a toujours prôné la démocratie ou qui a toujours prôné l'état de droit, va gérer la République. Parce que déjà, le président de l'Assemblée nationale fait partie de l'Union sacrée. Donc, c'est le régime en place qui est indexé. Et depuis ma part, il faut dire que l'UDPS, c'est un parti politique, c'est un fait privé, ce n'est pas une institution. Là, vous êtes d'accord avec moi. Deuxièmement, lorsque vous lisez l'article 10 de la Constitution, vous dit la nationalité congolaise est exclusive et une. Ça veut dire qu'elle ne peut pas
concourir avec une autre nationalité. Ça veut dire une personne qui a une autre nationalité pêche contre l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit énerver les gens. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit, Tchani n'a pas fait des recherches personnelles, mais plutôt il a épuisé dans la Constitution zaïroise où il y a un article 47, je crois, de la Constitution zaïroise qui disait ne peut être candidat président de la République que des pères et des mères. Il n'a fait qu'innover cela, mon cher ami Alain. Et aussi, nous devons savoir une chose. Ce n'est pas d'abord une loi, c'est une proposition de loi. Elle deviendra loi lorsqu'elle sera votée à l'Assemblée nationale et promulguée par les chefs de l'État. Mais lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi, tout Congolais a droit à réfléchir. Nous ne pouvons pas interdire à M. Tchani de réfléchir. On ne peut interdire à chacun de nous de réfléchir, sinon le pays ne doit pas avancer. La loi a toujours eu un caractère impersonnel. Pourquoi? Parce que ça ne vise personne, il n'y a aucune fixation sur personne. Mais lorsqu'il y a les gens qui commencent à monter sur leurs chevaux pour commencer à menacer cette proposition de loi, eh bien, nous devons nous poser des questions. C'est comme je l'ai toujours dit dans beaucoup de médias. Madame Ritz dit que tous les enfants des Ritz entrent dans la maison. Il est 18h, chez vous à la maison. Et vous voyez des enfants qui commencent à sauter pour dire non, 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 et à chichoter. Ah, il faut bien les regarder. Ça peut être les enfants de l'autre là, de Larry, du voisin, de Burundi, de Kigali, je ne sais pas, de Sénégal. Mais lorsqu'on dit que tous les enfants de Madame Ritz entrent dans la maison, nous entrons dans la maison sans chichoter. Mais quand vous entendez des bruits là, par-ci, par-là, il faut dire que les citadelles sont déjà prises et on ne doit pas les lâcher. Écoutez, cette loi ici, il n'y a pas de fixation sur un individu, mais plutôt c'est pour sécuriser, notre pays. Je pense, monsieur Alain, je vous rajoute 80 ans après, dans votre tombe, je vous rajoute, s'il vous plaît, 80 ans après, dans votre tombe, vous ne serez jamais d'accord de voir un Italien, un Burundais, un Sénégalais. Comme vous évoquez cela, en fait, c'était ça ma question. Une certaine opinion pense que c'est une façon d'écarter Moïse Katumbi dans la course. Quelle est cette opinion-là? Une certaine opinion. Ça s'est dit. Une certaine. Oui, ça qui n'existe même pas. Certaines personnes pensent, parce que derrière lui, Moïse Katumbi, il y a des gens qui défendent. Alors, une certaine... Moïse Katumbi, c'est qui? Laissez-moi terminer ma question pour que vous puissiez répondre. Une certaine opinion pense que cette loi-là est taillée sur mesure pour mettre à l'écart Moïse Katumbi, Tchapoué, lors des échéances électorales de 2023. Vous qui êtes de l'Union sacrée, est-ce que vous êtes d'avis de ce que les gens pensent? S'il y a un avis contraire par rapport à ce que les gens pensent, vous pouvez nous le dire. Je l'ai dit sans... Vous allez par 4 chemins. Très rapidement, puisque le temps... Premièrement, dans cette proposition de loi, le nom de Moïse Katumbi n'est pas cité. Si le nom de Moïse Katumbi est cité dans cette proposition de loi, eh bien, c'est lui qu'on vise. Deuxièmement, lorsque nous sommes allés aux élections en 2018, Moïse Katumbi n'était pas avec nous. Il était avec Jean-Pierre Mbemba, il était avec Martin Fayolou, il était avec le vieux qui était à la BAD là, et tant d'autres. Freddy Matungulu. Tshisekedi a gagné les élections. Et vous croyez aujourd'hui, comme on dit, on voit les mensonges au pied des murs. Avec ce que Tshisekedi a fait, nous on doit voir peur d'un certain Katumbi. Merci beaucoup. Katumbi ne fait pas peur. S'il vous plaît, le temps nous avons peur du peuple congolais. C'est moi qui et le peuple congolais est avec Tshisekedi. Ruth Dinonzei, cette proposition de loi fait parler notamment, fait soulever la question du tribalisme. Monsieur Félix Kaïmbé, nous ne nous voilons pas la face, nous sommes tous congolais. Vous le savez que cette proposition de loi... Vous l'êtes aussi? Je suis aussi congolaise de père et de mère. Ah, ça c'est bien. Cette proposition de loi sur la communauté suscite plusieurs interprétations dans l'opinion. Ne nous voilons pas la face, comme je l'ai dit tantôt. Une fois voté à l'Assemblée nationale, nous ne doit pas craindre le 14 sur le plan tribal. Or, le président de la République lui-même est contre le tribalisme. Donc, il n'y aura pas d'abord la séparation, il n'y aura pas le tribalisme, parce que
on ne peut pas refuser que nous puissions réfléchir, comme je l'ai dit. Mais écoutez, ceux qui parlent du tribalisme ou soit de l'esprit séparatiste, ce sont ces gens-là qui ont créé cet esprit séparatiste. Moi j'ai parlé avec Bandou Kubote Bakatanga, c'est ma d'accord. D'accord, parce que Félix Kaembe, je sais que vous suivez de près l'actualité. Non, je vous dis, madame. Vous savez que dans le Grand Katanga, il y a des voix. Madame, je vous dis, Wandu Kote wa Katanga, c'est les lois comme Moussouri. Il y a pas peine d'étrangers moi à couiller. C'est pas tout le monde. Il y a toujours une exception, la majorité. Écoutez, ce ne sont pas. Nous ne pouvons même pas parler du Katanga. Parce que ici, nous déraillons dans notre réflexion. La loi là ne vise pas les Katanga, madame. Les Katanga, c'est une province de la République du Congo. Non, madame. Les Katanga, c'est une province de la République du Congo. On ne vise aucun Katangais. Et donc, c'est une loi qui vise les étrangers, madame. Deuxièmement, pourquoi voulez-vous dire que non, c'est séparatiste? Ça va séparer qui? Les messieurs qui a... Écoutez, les messieurs qui a parlé de... Les messieurs qui a parlé de l'esprit séparatiste. C'est lui le grand séparatiste. Lorsqu'il vous dit... Mais il est congolais. Lorsqu'il vous dit, madame, c'est lui... Laissez-moi le temps de parler quand même. Dans 30 secondes. C'est lui qui doit être enseignant dans une école catholique, doit être catholique. Ce n'est pas une discrimination. Ce n'est pas une séparation. Là, c'est une organisation interne. Une organisation interne. Vous refusez un musulman, que l'église de réveil, il ne peut pas enseigner là-bas. Celui qui doit être enseignant dans une école catholique doit être catholique. Il s'agit d'une discrimination, madame. Très bien. Alors, ça veut dire tout simplement, ceux qui prônent le tribalisme, c'est eux qui sont les premiers. Mais écoutez, de toutes les façons, toutes les lois sont discriminatoires. Toutes les lois. Lorsqu'une loi vous dit celui qui doit être député, candidat député national, doit avoir l'âge de 18 ans, c'est une discrimination. Ça veut dire celui qui a 17 ans ne sera pas candidat. Lorsqu'on vous dit celui qui doit être candidat président de la République doit avoir 40 ans. 100 000 $, c'est une discrimination, madame. De toutes les façons, le ciel ne tombera pas. Nous sommes en train de sécuriser les pays, c'est le plus important. Alors, Elvis Métis, on termine avec toi vraiment très rapidement, puisqu'il n'y a plus de temps. On parle aussi de problèmes de cohésion nationale à travers cette loi. Vraiment, Patrick Ngou, monsieur Feli est très pédagogue avec cette loi. C'est comme s'il y avait un objectif opérationnel. Je vais rapidement aller avec ma question. Le chef de l'État prône dans sa politique la cohésion nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pourtant, on observe dans le pays la division en bloc. De l'autre part, il y a le Kassaïen qui se concilie. De l'autre côté, il y a les Katangais. Est-ce que vous êtes prêts comme union sacrée? Et si il s'avérait qu'aujourd'hui, on vous dit de serrer la main, de regarder en face Joseph Kabila, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi? Et d'abord, moi, je pense que le plus important ici, nous sommes en train de travailler pour l'unisson. Nous sommes en train de travailler pour la paix. Je ne vais pas entrer dans des considérations tribales. Les Kassaïens se réconcilient, et puis les Katangais se réconcilient. Ça, ce sont des déclarations tribales qu'on ne peut pas, nous, faire la promotion ici. Nous sommes contents que les Katangais, les Kassaïens, les Équatoriens, Bandundu, tout le monde se réconcilie. Nous sommes un grand pays. Et lorsqu'il y a la réconciliation, ça vous fait mal? De vous aimez là où il y a la division, un leader se tient debout, moi je suis leader de ces coins. Mais se réconcilier chacun dans son coin, ce n'est pas ça. Écoutez, on peut se réconcilier. Chacun dans son coin. On peut se réconcilier dans une... C'est ça l'unité nationale. On peut se réconcilier dans une diversité. Mais on ne se réconcilie pas pour dire que non, nous gardons une position contre une autre province. Parce que la Constitution... Mais c'est ce qu'on entend, par exemple. Non, moi je n'ai pas vu. Lorsqu'on désavoue un ministre, je n'ai pas vu. Alors ceux du Katanga disent, nous, les ressortissants du Katanga, nous contestons. On le voit. Ça, il faut dénoncer. Lorsqu'on arrête Jean-Marc Aboundou, je n'ai pas vu, nous, l'espace Grand Kasaï. Mais est-ce que lorsqu'on arrête, je ne sais pas, Vital Kamere, on n'a pas vu, nous, espace Grand Kivu. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je pense le plus important ici, nous devons soutenir l'unité nationale. Nous devons y travailler. Nous ne sommes pas d'accord avec les gens. Lorsqu'on arrête l'un d'eux, il a détourné les deniers publics, il a commis des bavures que vous puissiez vous soulever pour les soutenir. Mais est-ce que cette initiative du chef de l'État, la cohésion nationale, ne pas vouer l'échec? Quand on regarde... Non, la cohésion nationale n'est pas vouer l'échec. N'est pas vouer l'échec, mais plutôt nous sommes en train de consolider cela. Comment vous le faites? Comment vous allez faire?
Quelle est la méthodologie? La méthodologie, d'abord, quand vous regardez le gouvernement congolais, vous avez au moins tout le monde qui est dans le gouvernement. Ça, c'est une contrainte. Écoutez, c'est une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Tout le monde est dans le gouvernement. Et la deuxième des choses, le chef de l'État est en train de prêcher la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, c'est aussi, toi Elvis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une émission ici où on dit Wanduku apenzi tupendane na Wanduku wetu akasai? Bana betu tulanga na tusomba kabaka mai bana betu baku na ko Équateur. Bapandi abeto beto. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que vous aussi journalistes puissiez y travailler. Merci beaucoup. Chacun à son niveau, chaque leader d'opinion doit travailler pour l'unité nationale. Du reste, ta province à toi, si elle ne suffit pas, il faut tout le monde. Voilà. Nous sommes bien lorsque nous sommes avec ces grands Congo. Nous sommes bien lorsque nous sommes avec toutes ces provinces ensemble. Voilà. C'est le plus important. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kayembe, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'équipe rédactionnelle, Alain Goma, Rudy Nanzei, Elvis Messi, d'avoir été de cette partie. C'était l'émission Face à la rédaction. Vous avez compris, on a retracé tous les sujets qui ont marqué l'actualité du pays. Alors, à 19h30, on va retrouver Fifi Kalumbwe pour la rétrospective de la semaine en format JT. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.